Bonjour, bienvenue sur l'étudiant.fr pour ce nouveau chat, l'étudiant Job IRL. Vous avez des questions sur les métiers, ça tombe bien, on a des experts pour vous répondre. Des experts de Job IRL, le premier réseau social professionnel pour l'orientation des 14-25 ans. Ils viennent nous répondre en direct et en vidéo sur l'étudiant.fr, donc c'est maintenant. Aujourd'hui, on va parler robotique. Est-ce que vous saviez que d'ici 2030, 47% des métiers seront confiés à des robots, oui, à des robots tout simplement, un job sur deux quasiment. Et ces chiffres, je ne les invente pas puisque c'est tout simplement une étude réalisée par deux chercheurs de la prestigieuse université d'Oxford qui les révèle. Pour nous répondre, mais je dirais surtout pour nous rassurer aujourd'hui, nous avons deux personnes avec nous, deux experts sur les possibilités d'emploi, sur ce qu'on va devenir finalement tous d'ici 20 ans. Nous avons Angélique Halim, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur software chez Aldebaran. C'est exact. Je ne dis pas de bêtises déjà. Et nous avons Yves Philippe avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing digital chez Gelin, un spécialiste en robotique éducative. Vous êtes le partenaire de référence de Lego Éducation en France. D'où le fait que nous avons également deux invités supplémentaires sur le plateau qui, eux, ne s'exprimeront pas, mais que vous allez pouvoir voir. Nous avons ici, Yves, votre invité à vous. L'éléphant qui peut barrir, marcher, reculer, interagir. Voilà, c'est un robot, mais déjà intelligent et qui réagit. Comme vous le dites, il ne fait pas qu'agir, il réagit. Tout à fait. Et on a aussi, juste derrière, votre invité à vous, Angélica. Exact. C'est Nao. C'est notre robot d'Aldebaran, fait ici en France. Voilà, vous le connaissez peut-être déjà, Nao, puisque vous l'avez déjà vu, par exemple, on l'a déjà beaucoup vu, mais c'est le nouveau compagnon de Thierry Ardisson depuis la rentrée sur Canal+. Son co-animateur, voilà, les co-animateurs deviennent des robots. Et donc, il est avec nous. Voilà, Thierry Ardisson a son robot en co-animateur. Nous, on les a invités, on va voir ce que ça donne. Et Nao est avec nous aujourd'hui, tout comme Éléphant. Pourquoi ? Parce que la robotique prend de plus en plus de place dans nos vies. La robotisation, finalement, c'est un mot qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais qui existe. Et on va essayer de rassurer nos jeunes internautes qui, eux, vont arriver sur un marché de l'emploi en sachant si finalement ils vont avoir un job ou si leur job sera remplacé par un robot ou s'ils vont devoir travailler pour des robots ou avec des robots. C'est un petit peu ça la question aujourd'hui. D'accord. On va essayer de les rassurer. Vous posez vos questions, vous continuez de poser vos questions sur l'étudiant.fr et sur les réseaux sociaux. Depuis l'étudiant.fr, c'est très simple, vous nous voyez agir en direct. Envoyez votre question en dessous. Sur les réseaux sociaux, c'est pas plus compliqué. Hashtag chat l'étudiant Job IRL. Vous envoyez vos questions. Tout arrive ici sur cette petite plateforme écran numérique. Je peux regarder tout ça. Donc de temps en temps, je me pencherai vers vos questions qui arrivent en direct. Et on va commencer tout simplement avec une question générale qui est arrivée de la part de plusieurs de nos internautes. Est-ce qu'on va être vraiment remplacé par des robots, Angélica ? Absolument pas. Absolument pas. Il y aura des robots. Il y a déjà des robots dans la vie de tous les jours qui nous aident à rendre plus efficace la fabrication, par exemple, des objets, donc dans les usines. Donc ça, on appelle déjà les robots. Mais c'est tout à fait comme toute technologie qui arrive, comme les ordinateurs, comme les téléphones portables. Toute nouvelle technologie nous aide à agrandir les services disponibles aux personnes. Mais là, ça a pris peut-être une ampleur ces dernières années, ça va plus vite et puis c'est un peu humanisé. C'est quoi la crainte finalement, Yves ? Pourquoi ça vient comme ça, maintenant on se dit on va être remplacé par des robots ? Remplacé par des robots, il y a peut-être la crainte de ne pas pouvoir agir sur le robot, effectivement. Et pour les connaître un peu, les programmes éducatifs aujourd'hui ont pour objectif aussi de permettre aux élèves de comprendre comment ça fonctionne, voilà, le côté comment ça marche, donc à travers un certain nombre de disciplines qui sont notamment effectivement l'informatique ou ce qu'on appelle les sciences du numérique. Maintenant, c'est un mouvement et une société qui se technologise de plus en plus. Et puis, c'est en termes de visibilité, des outils ou des assistants qui viennent dans le quotidien. On a vu des aspirateurs autonomes, on voit de plus en plus sur les thèmes de la mesure personnelle ou du self-quantified, des bracelets automatiques ou des choses comme ça. Mais il ne faut pas oublier que le métro est automatique depuis plusieurs années. Ouais. C'est un robot, le métro, finalement. Tout à fait, c'est un robot c'est juste intelligent. un terme générique qu'on Exactement. utilise pour des applications inventées par l'humain, on le rappelle quand même, toujours développées par l'humain, maîtrisées par l'humain,
mais qui automatise certaines fonctions, parfois pénibles d'ailleurs. On le voit dans certains métiers, on le dit, hein, dans des usines. Si on devait continuer à couper le journal qu'on imprime par exemple, parfois, à la main et tout écrire. des métiers qui sont dangereux. Par exemple, quand il y a des tremblements de terre au Japon, ils envoient des robots parce que c'est dangereux pour les humains. Dans l'espace aussi, c'est impossible qu'une personne reste à réparer toutes les choses. Donc on a des robots bras, par exemple, qui réparent des choses là où les personnes ne peuvent pas aller. Donc quelque part, je pense que les robots sont un des types de... peut-être des surhumains, des robots qui peuvent faire des choses que nous ne pouvons pas faire et donc ça nous aide. Des capacités poussées, développées. Exactement, comme Superman. On peut rassurer aussi en disant que ça va être sur des domaines finalement, comme vous le disiez, surhumains. Ce qui est les jobs humains, on va toujours en avoir besoin. On aura toujours besoin d'administrateurs de fonction publique, on aura toujours besoin de commerçants, on aura toujours besoin de gens à qui parler. Ça, on peut déjà rassurer les gens. Tout ne sera pas remplacé. Il n'y a aucune d'ailleurs vocation à ce que ce soit le cas. On va passer aux questions des internautes, puisque vous allez y répondre pendant cette émission. Rémi, qui est assez curieux sur vous deux, voudrait savoir ce que vous faites au quotidien, l'un et l'autre. Angelica, votre job finalement, c'est quoi ? Alors, je suis programmeur, donc j'arrive au travail, j'allume mon ordinateur, comme la plupart des personnes aujourd'hui, et j'allume mon robot. Et je me connecte au robot et j'écris des programmes pour le rendre vivant, agréable à utiliser. J'ai créé des applications, un peu comme l'iPhone a des applications. Je programme des applications, parfois ludiques, parfois utiles, pour ensuite télécharger sur le robot, comme des applications sur nos mobiles. Oui, finalement, ça peut soit aider, soit être ludique. C'est ça. Finalement, et donc, votre boulot toute la journée, c'est de donner vie à Nao, par exemple, de lui apprendre des choses. C'est exactement ça. Parce que des robots, en gros, il y a deux parties. En gros, il y a la partie mécanique, donc le hardware. D'ailleurs, chez Aldebaran, on a un étage des gens qui travaillent sur le hardware. Et il y a le software. Et on a un étage... logiciels. Exactement, voilà le logiciel. Et donc, le robot... sans le logiciel, par exemple, il ne serait pas capable de comprendre ce qui est autour de lui, de parler, de bouger. Et donc, mon métier, c'est de, en gros, programmer le cerveau du robot pour qu'il puisse interagir avec nous dans une manière ludique et naturelle. Créer l'interaction avec les humains, faire que le robot comprend ce qu'on lui dit et qu'il réagisse en correspondance avec ça. Oui, donc il utilise les caméras. Les microphones, des capteurs sur ses mains et sur ses pieds pour comprendre. Sensoriel, pour voir où il est. Il repère comme ça où il est et où nous on est aussi autour. Exactement, il y a des capteurs sonars sur son torse. D'accord. Et il nous entend pour pouvoir répondre à nos besoins. Et vous, Yves, votre métier, c'est d'animer éléphants ou c'est de faire d'autres choses? C'est de faire connaître éléphants, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc Gelin est une entreprise qui s'adresse à des enseignants de sciences, sciences physiques, physique-chimie, sciences de la vie ou de la terre, et également des enseignants de technologie, pour l'essentiel en collège et en lycée. Et il se trouve qu'on accompagne l'égo-éducation en France depuis plus de 10 ans maintenant, et on s'aperçoit qu'avec pratiquement les mêmes sets, qui sont des sets de construction qui intègrent du logiciel, de la brique intelligente et un certain nombre de pièces, avec le même set, on va du collège jusqu'au lycée, voire effectivement en post-bac sur des formations d'ingénieurs. Le robot étant soit utilisé pour faire des sciences, à travers les 5 sens, capteur de contact, capteur de proximité, capteur audio. Et plus on avance vers le bac, plus le robot est lui-même objet d'étude sur des disciplines effectivement d'ingénierie système ou des disciplines d'électronique par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous y passer? Enfin, quand je dis tous, finalement, là, je m'adresse aux tout jeunes internautes de l'étudiant.fr qui seraient au collège. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on va être quasiment obligé d'étudier éléphant, Nao, comme un programme, comme la géographie, comme l'histoire? Ça va faire partie de l'ensemble des connaissances à acquérir? C'est une forme de débat en France où l'informatique et les sciences du numérique, jusqu'à présent, ne constituent pas une discipline à part entière.
l'informatique, sous forme de bureautique ou sous forme de ce qu'on utilise tous les jours, a souvent été enseignée dans le cadre de l'enseignement de la technologie au collège. Et à ma connaissance, le seul enseignement d'informatique aujourd'hui, c'est une spécialité de terminale S qui s'appelle informatique et sciences du numérique, où effectivement les robots EV3 de Lego Éducation trouvent leur place. En revanche, effectivement, il y a un mouvement en France, mais beaucoup aussi aux États-Unis, qui vise effectivement à ce que les élèves, les enfants puissent avoir accès au code. Et donc, comme dit Angelica, à l'intelligence qu'on peut y mettre. On a tendance à dire que la technologie, c'est de l'esprit incarné à travers effectivement de la programmation. C'est un langage. C'est un langage, tout à fait. Et il y a plusieurs langages qui existent. L'éléphant peut se faire programmer avec plein de langages différents, dont celui effectivement de Lego. Et donc ce mouvement consiste à faire en sorte que les élèves, tout comme l'anglais arrive de plus en plus tôt aujourd'hui, on parle de langage, arrive de plus en plus tôt dans les écoles, que les élèves soient à l'aise avec, non pas deviennent des geeks ou des technologues, mais soient à l'aise effectivement avec les objets qu'ils ont en face d'eux. C'est une connaissance à avoir, c'est pas forcément être hyper précis dans cette connaissance. Tout à fait, c'est tout à fait ça, tout à fait. Comme on découvre finalement la géo, on n'a pas besoin de connaître les 200 et quelques pays du monde entier et de savoir les placer, c'est juste de savoir. Ça peut être une notion de culture générale, on va dire, mais effectivement, c'est aussi les prémices d'un métier pour ceux que ça attire, puisque ce sont des métiers qui peuvent mélanger les sciences, la technologie, voire des matières littéraires, puisqu'on parle de sociologie de l'innovation, par exemple, et puis tout ce qui concerne le data aujourd'hui est assez en vogue et est assez en lien avec la robotique, puisqu'on parle d'objets connectés. On sera tous aptes un jour à programmer soi-même ces applications, vous parliez d'iPhone ou de Nao, on aura tous vocation à, depuis son ordinateur chez soi, pouvoir programmer soit sa domotique, ses stores et tout ça, ou autre chose, ou sa voiture, ou il faut garder ça pour des experts, des spécialistes? Je pense que c'est comme Yves le dit, on peut pouvoir parler couramment les langages de programmation. Moi, j'aime bien les langues, j'aime bien les langues vivantes. Et c'est pour ça que je me suis mis à comprendre et essayer de comprendre la langue des ordinateurs. Et c'est tout à fait comme ça. On peut d'abord avoir l'étape de pouvoir lire du code et comprendre ce qui se passe, ou on peut pouvoir parler, pouvoir créer du code lui-même. Donc on peut avoir plusieurs niveaux de connaissances dans le métier de programmation, en fait. Il y a Louise qui nous demande si ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est pas un peu de la science-fiction, tout ce que vous nous présentez, les robots qui font partie de notre quotidien, ça arriverait quand, demande-t-elle? Ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est déjà là en fait, c'est ça? En fait, au Japon, donc Aldebaran lance un robot, c'est le grand frère de Nao qui s'appelle Pepper. C'est un robot qui a 120 cm de hauteur et qui interagit avec des robots, avec des humains au Japon aujourd'hui et qui va être en vente ce mois-ci pour les particuliers pour avoir un robot à la maison qui est le robot compagnon. Alors il va servir à quoi? Ce robot à être présent avec nous au quotidien, c'est ça? À répondre à des tâches domestiques? Alors, c'est un robot qui a un robot compagnon, donc c'est-à-dire qu'il va plutôt parler que faire les vaisselles. Mais c'est comme l'ordinateur, on avait l'ordinateur, ensuite le téléphone portable. Maintenant, on a le robot humanoïde qui est ce type d'interface. C'est une évolution naturelle, finalement, toujours pour être... là, c'est pour lutter contre la solitude, en tout cas, ou pour être en interaction avec d'autres personnes très loin. On l'a humanisé, c'est ça, on lui donne une forme un petit peu plus humaine qu'un écran. Exactement, c'est plus facile pour interagir. Par exemple, avec ce robot, on peut lui parler. Je vous donne un exemple. J'ai connu quelqu'un qui a eu une opération sur les yeux et après, la semaine d'après, on ne pouvait pas utiliser du tout l'iPhone. Donc, on perd la communication totale parce que tout est par... Et du coup, je me suis dit, mais comment est-ce que les gens peuvent s'en sortir? Donc là, donc cette personne était moi. J'ai eu une opération, j'avais des lunettes comme ça et je ne pouvais plus voir du tout après. Vous ne voyez plus rien. Et j'ai dû demander aux gens de me lire mes mails. Alors, si j'avais un robot qui pouvait le faire pour moi, qui pouvait faire l'interface pour moi, on peut réfléchir aux gens âgés, personnes âgées, peut-être qui ont ce même problématique. On améliore encore la vie quotidienne finalement. Oui. C'est ça l'idée, c'est de... là, vous dites, je lui dis à mon ordinateur, lis mes mails, c'est aussi simple que ça. Oui. Du côté de l'éducation, c'est ce qui se déroule aussi. On essaye de faire en sorte d'accompagner la connaissance, de faire en sorte qu'on apprend différemment, que ça rentre mieux, que ce soit plus
interactif, c'est ça Yves? L'introduction des robots aujourd'hui concerne surtout effectivement des matières scientifiques ou technologiques et qui sont en cohérence avec les programmes. Aujourd'hui, les programmes pédagogiques sont une réalité effectivement et sont incontournables par les enseignants. L'idée effectivement étant d'accompagner les élèves vers la réalité de ce que sera l'emploi demain et de leur permettre en tout cas d'avoir les clés. Les clés pour apprendre, les clés pour comprendre. Donc à travers effectivement Lego Éducation qui a développé, donc Lego Éducation fait partie du groupe Lego, mais c'est une entité spécifique qui touche à l'éducation. Et ils ont développé un certain nombre de programmes pédagogiques où derrière on vient avec des ressources, on vient avec des objets connectés, on vient effectivement avec ce type d'outils. Ce qui fait notre vie d'aujourd'hui maintenant. Exactement. Vous et moi, on a grandi sans les téléphones portables. Aujourd'hui, quelqu'un qui est né il y a à peine 10 ans ne conçoit pas cette vie sans ordinateur et sans téléphone portable. La caractéristique de ce dont on parle, c'est que c'est quand même très lié à l'innovation. Et tout comme en 93, les gens ne défilaient pas dans les rues pour avoir tel ou tel smartphone. Et puis en 92, les gens ne défilaient pas, enfin c'était pas 93, mais 92 ne défilaient pas dans les rues pour avoir le dernier scénic. La notion d'innovation est assez disruptive. Ça apparaît, il y a un avant et il y a un après. Et j'ai tendance à dire que... On peut difficilement l'anticiper. Voilà, c'est difficile d'anticiper des métiers. En revanche, il y a le côté inventez-vous la vie qui va avec. C'est-à-dire, le rôle de l'éducation, ce n'est pas forcément d'offrir un métier, mais d'offrir tout un champ de possibilités professionnelles. Alors, il y a Amine par Twitter, #chatl'étudiant JobIRL, qui nous demande si étudier la robotique, c'est un bon choix. Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt se tourner vers les USA ou le Royaume-Uni? On est en retard ou on n'est pas en retard ici en France sur les études de robotique? Là, vous nous dites que déjà au Japon, on sort le robot humanoïde et ici... Alors, une chose que je peux vous dire, c'est... Donc moi, j'ai fait une formation en informatique, donc c'est programmation pure, donc je peux programmer des ordinateurs ou des robots, c'est la même chose. Donc en fait, ce que ça donne, c'est une base très large pour toucher à plein de différents domaines. Chaque domaine est informatisé quelque part aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est ce que moi, je suggère en tant que métier. Bon, je suis un peu biaisée. Donc, il y a ça. Il y a des formations en robotique qui commencent qui apparaissent dans les universités. Mais c'est vrai que dans tout le monde, aux États-Unis, au Japon et en France, on commence juste à avoir des programmes de robotique à la fac. C'est une conséquence des études de programmation, par exemple, ou des études d'ingénieur. C'est un nouveau cursus qui apparaît. Donc, il n'y a pas encore de retard pris par la France. Non, c'est pas parce qu'au Japon, on a déjà des humanoïdes que finalement... Non, mais il y a aussi... marché japonais qui est vieillissant et qui a besoin effectivement d'assistants personnels. C'est très lié effectivement à un contexte. Et puis en France, on est plutôt bon côté programmation, côté informatique, on est plutôt réputé et recherché. Et d'ailleurs, les Japonais, ils ont acheté notre robot français pour être barbare. Donc déjà, c'est une bonne chose. Bien joué. Est-ce que certains métiers vont disparaître, demande Damien, dans tout ça? Il y a des fonctions, on sait que finalement, elles vont être automatisées? Certains métiers vont évoluer, mais ça a été le cas de tout le temps. En 1880 et des brouettes, le premier fabricant de charrettes à bras qui utilisait des chevaux et qui avait un parc peut-être de 50 000 chevaux, a disparu. Le fabricant de règles à calcul, du jour au lendemain, en 1983, a disparu parce qu'elle a été remplacée par une calculatrice. Donc pour moi, ce sont des métiers qui vont évoluer et plus les élèves, plus les individus auront un champ ouvert et auront vu arriver la vague quelque part, plus effectivement ils pourront anticiper sur des métiers qui auront de l'intérêt parce qu'eux-mêmes apporteront une plus-value à un métier qui évolue. Maintenant, ça touche l'agriculture, ça touche la police, ça touche... J'ai entendu l'autre jour qu'on avait du mal à distinguer un article écrit par un robot d'un article écrit par un journaliste, le robot qui va aller puiser dans différentes sources. Donc on a de plus en plus effectivement une sophistication du résultat, une sophistication de l'action des robots qui peut être troublante, mais qui en même temps est fascinante.
Il y a la question de Rémi sur l'agriculture, vous en parliez. C'est hyper connecté ça maintenant dans certaines fermes. Un tracteur, c'est ça, c'est clair. On parle même d'agriculteur. Oui. J'ai entendu ce terme, ça m'a fait un peu rire, mais c'est sérieux, ça existe. C'est clair. Parce qu'on est de plus en plus connecté, on n'est plus seul, c'est un petit peu la même, finalement le même besoin qu'au Japon. On lutte contre un problème en robotisant. Jean qui nous demande quelle serait la meilleure formation robotique. Il y a une formation aujourd'hui qui fait école. Il y a des écoles peut-être qui se développent ou des programmes. En France, on est sur le code beaucoup. Au Japon, on est sur la texture, sur J'aurais tendance à dire d'abord plutôt effectivement des formations scientifiques, des formations d'ingénieurs. Alors en France, on a effectivement des formations généralistes et puis des formations plus pointues qui touchent à l'informatique. En revanche, ça commence petit. Oui. Donc, à mon sens, ça commence avant les écoles d'ingénieurs. Je participais il y a une semaine à un challenge de robotique sous l'égide de la First Lego League, et il y avait des gamins de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 17 ans, qui programmaient des robots, c'était génial. Et eux n'ont pas attendu effectivement de faire des formations scientifiques ou d'ingénieurs pour commencer à apprendre la robotique. Oui, c'était pareil pour moi en fait. Donc j'ai fait l'informatique, mais j'ai connu le robotique à travers des concours avec des compétitions, juste comme ça. C'était un concours de robots sous-marins, des concours avec des Goombas qui essayent de trouver des choses cachées. Et comme ça, on peut apprendre même si on n'est pas exactement dans le cursus robotique très pur. Il y avait des concours inter-écoles à une époque, c'était relayé par E égale M6. Je suis un peu le vieux de la vieille en disant ça, mais je ne sais pas si ça existe encore dans ce programme. En tout cas, il y avait ça, on suivait ça avec passion parce qu'on voyait des éléphants, des éléments bouger. On les avait programmés, c'était des étudiants qui avaient eu 2-3 heures pour programmer ça, c'était quand même assez fascinant. Pascal qui nous demande si... dans l'aéronautique, par exemple, il y a des écoles spécialisées qui commencent à se mettre à la robotique. On le sait, on est en train de parler de plus en plus d'avions qui n'auraient plus de pilote, de voitures qui n'auraient plus de conducteurs. Des drones. Les drones et tout ça. On commence à prendre ça en compte dans les écoles d'ingénieurs, les écoles d'aéronautique. C'est étudié ou pas encore? Comme vous le disiez, ça commence pour les ingénieurs. Oui, ça, je ne saurais pas trop comment... Ouais, ça va venir au fur et à mesure de... Pour moi, ça touche autant à des disciplines d'ingénierie qu'à des notions de comportement et d'insertion dans un contexte particulier. Les voitures automatiques existent. En revanche, la question est de savoir comment elles peuvent s'insérer dans un trafic où il y aura effectivement des voitures, elles, conduites par des humains, peut-être plus défaillantes en termes de conduite que celles conduites par un robot. Mais pour moi, c'est une question effectivement qui touche autant des notions de sociologie, d'économie que d'ingénierie, effectivement. Et en fait, là, on peut parler de l'intelligence artificielle, parce que ce soit un drone ou une voiture qui s'autopilote, tout derrière, c'est une formation qui s'appelle l'intelligence artificielle. Donc, c'est un domaine dans l'informatique où on peut avoir un ordinateur qui commence à apprendre de ses erreurs. Oui, par exemple. Et donc un robot, pour moi, une sorte de définition de robot, c'est une machine qui a des capteurs pour comprendre son environnement et de la machinerie, des moteurs pour agir sur cet environnement par rapport à ce qu'il perçoit. Donc, par exemple, ces voitures. Et donc, c'est le code derrière de cette intelligence artificielle qui gère tout ça. Donc, il y a déjà plein de formations en intelligence artificielle et plein de labos, même en France, qui utilisent ces bases pour des drones, pour comprendre des choses, comprendre qu'est-ce que c'est un chat sur l'Internet, une image de chat. L'ordinateur va aller chercher ça. C'est assez complet. Et justement, est-ce que vous parlez d'intelligence artificielle, ceux qui sont un peu passionnés parlent de l'ordinateur qui devient plus intelligent que l'humain, qui peut se rebeller et tout ça. Il faut les manager finalement, ces robots. Donc il y a Aude qui nous demande si les écoles de commerce vont proposer, pourquoi pas,
un management des robots, c'est quelque chose qu'on peut anticiper, ça? On sait que c'est faisable? Alors, j'ai connu à titre personnel une formation, pour le coup, qui était plutôt en école de commerce, puisque c'est Paris-Dauphine pour ne pas les nommer, qui proposait dans les années 85 un cycle de management de l'innovation et de la technologie, dans lequel on pouvait tout à fait trouver des thèmes sur la robotique. À l'époque, c'était plutôt la télé connectée et les biotechnologies. Et ça, ce sont des formations qui, de plus en plus, intègrent les formations d'ingénieurs, où on va parler de marketing industriel, où on va parler effectivement de la façon d'accompagner un produit technologique, aussi beau soit-il, vers son marché et vers ses clients. Puisque on parle là effectivement d'innovation de rupture, on parle éventuellement de coûts divisés par 10, on parle de choses qu'il faut démontrer, puisqu'il y a un avant et il y a un après. Et ça, ce sont effectivement des cycles de formation qui de plus en plus... Je crois qu'à l'école des mines, il y avait un centre de sociologie de l'innovation qui était assez actif. Donc il y a ce type de formation en France, c'est clair. Ça répond aussi à la question d'Émilie qui disait si on n'aime pas les ordinateurs, qu'on n'aime pas programmer, on n'a aucun avenir. Non, il y a plein de management, de sociologie autour des ordinateurs. Absolument. Tout ce qu'on fabrique, il faudra le comprendre, le vendre, l'expliquer, j'imagine, et puis l'améliorer ou peut-être le distribuer. Et le concevoir aussi. Le concevoir. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme comportement? En fait, chez Aldebaran, on a des créatifs, des designers qui viennent de différents endroits, que ce soit l'industrie des jeux vidéo, qui essaient d'abord de concevoir quelque chose de ludique. Et après, nous, en tant qu'ingénieurs, on essaie de créer ce qu'ils ont conçu. Oui. Donc, ça peut être un métier très créatif, en fait. Et moi aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de créativité dans la programmation. Il y a Jean, justement, qui vous demande, chez Aldebaran, ou une société comme Aldebaran, en tout cas, quel type de profil de recrutement vous prenez? Plutôt des ingénieurs, des techniciens vous êtes tous geeks, finalement, chez vous ou... Alors, chez nous, on est des passionnés de robots. C'est le critère numéro 1. Ouais. Et après, il faut être bon en ce que vous faites. Donc, on a 100 différents métiers chez Aldebaran. Des designers, j'imagine. Exactement. Il y a des linguistes qui écrivent des textes que le robot va dire et le robot va comprendre. Il y a des gens qui créent des programmes. Il y a des gens qui testent nos robots parce qu'il faut toujours la phase développement, conception, développement et test. Voilà, donc il y a un peu de tout, hein. On confirme, c'est pas juste pour les passionnés d'informatique, le métier de la robotique. C'est un nouveau secteur finalement autour duquel se développent plein de métiers, même le paramédical. Nouveau, il y a des choses je pense qui n'existent même pas encore. Qu'il faut encore inventer. Exactement. Donc c'est ça qu'on va rechercher comme qualité, c'est une aptitude à penser à une solution qui n'existe pas encore. Voilà. Penser de nouvelles applications, mettre en relation des domaines éventuellement qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est de là que vient effectivement des notions d'innovation un peu disruptives. Et c'est de là qu'effectivement naissent des nouveaux secteurs. Aujourd'hui, effectivement, on parle de robots animés, on a l'image dans la médecine de robots téléopérateurs, de machines qui vont faire de la chirurgie à la place du médecin. Mais derrière, on a aussi des robots qui peuvent être des coachs, tout simplement, qui peuvent aller chercher de façon automatisée et assez rapide un certain nombre de réponses à des questions. On parle de police prédictive, par exemple. Donc là, effectivement, on est sur Minority sur Report, c'est possible. C'est actif dans certaines villes. Aux États-Unis, où effectivement ils arrivent, mais plutôt sur des traitements statistiques et plutôt sur un travail de data, ils arrivent effectivement à anticiper un certain nombre mais sur certains réseaux sociaux, quand vous êtes surpris qu'on vous présente tiens, connaissez-vous telle personne, et puis vous vous rendez compte que c'est que oui. Que oui. On me surveille. On a du programme, on a de l'intelligence. Voilà, les programmes sont très souvent prédictifs, on anticipe. Tout à fait. Là, ce sont des mises en relation, mais on anticipe aussi les besoins, on anticipe les problèmes et on invente les solutions au quotidien. Et la dernière chose, effectivement, de plus en plus, c'est la notion d'Internet et de numérique, dans le sens où la plupart de ces robots-là, aujourd'hui, on va dire, sont autonomes et fonctionnent en autonomie, mais de plus en plus aussi, ce qu'on appelle les objets connectés vont pouvoir avoir un comportement de robot par rapport à l'environnement direct, mesurer une température, mesurer une pression, entendre des bruits, etc. Et en même temps s'appuyer via Internet sur une database énorme qui va les rendre intelligents et qui vont pouvoir effectivement apporter une plus-value dans l'usage quotidien. Donc je résume, et en même temps on voit les images de Nao et vous, Angelica, pendant votre conférence TEDx à Tokyo.
Voilà ce que Nao peut faire, par exemple, simplement quand vous lui parlez, grâce à une application que vous avez programmée. Il réagit, il fait plein de choses. Donc on va rassurer finalement nos internautes. D'abord, on ne va pas se faire piquer nos métiers par des robots, c'est pas ça. On va les créer pour qu'ils nous aident, pour qu'ils nous accompagnent au quotidien. On n'est pas tous obligés d'être geeks, d'être passionnés d'informatique. On peut vivre avec ou autour. Et finalement, tout ça n'est qu'une manière de plus de nous améliorer le quotidien, si je comprends bien ce que vous nous avez dit. Et ça se met en place dès aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Dès aujourd'hui, les études commencent, en tout cas s'affinent dans les différentes écoles. Oui. Et de plus en plus, ça va se développer. Mais on est à la fois loin du mythe du robot qui va nous remplacer dans les usines sous forme humaine. On n'est quand même pas si loin dans l'idée, c'est ça. Tout à fait. On aura des limites dans l'humanisation du robot? Vous pensez que Je pense que le robot aura tendance effectivement à se dissoudre dans notre quotidien, à travers des vêtements intelligents, à travers effectivement peut-être à diminuer sa présence. On le sentira moins et on s'habituera à être entre guillemets. Alors, il y a le versant rose et le versant plus gris. On s'habituera à être surveillé, connecté, assisté. L'intérêt, c'est éventuellement de pouvoir débrancher si on veut. Et puis, mais voilà. On est bien content souvent de trouver sa route avec le GPS en pleine campagne quand on est perdu. En fait, finalement, tout simplement, ça s'applique à notre vie quotidienne, mais ça existe depuis toujours. Vous le disiez, les applis, le smartphone, c'est un robot. Oui. C'est un robot programmé. Et à la maison, on a déjà plein Il y a plein de robots. de robots, Sous différentes des aspirateurs, mais aussi, par exemple, on peut imaginer que le robot en forme humanoïde soit notre interface à tous les robots à la maison, qu'on dit ah tiens Nao, est-ce que tu peux nettoyer un petit peu avant que je rentre à la maison, et qui fait tout ça, il commande ses amis pour nous. Ça peut être aussi un moyen de contacter des gens à l'autre bout du monde. Quand vous êtes au Japon pour une conférence, on peut quand même vous parler. Par exemple. Il y a Nao qui viendra et qui aura votre voix alors que vous serez à l'autre bout du monde. Ce serait génial, n'est-ce pas? Eh ben, on va espérer que pour notre prochain chat, tout soit déjà en place et en disposition. Je vous remercie Yves et Angelica d'avoir été avec nous, d'avoir expliqué ces métiers de la robotique. N'ayez pas peur, ça va juste être une prolongation de ce que vous connaissez déjà. Juste avant de se quitter, je précise qu'on peut vous retrouver tous les deux sur le réseau Job IRL si on a encore des questions après ce chat. Et puis, de toute façon, on vous retrouvera dans les robots qui nous entourent, que ce soit sur Internet ou dans nos smartphones. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous voulez plus d'infos? Vous allez sur Job IRL, vous allez sur l'étudiant.fr et vous en aurez plein. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.